l'université même, Emmanuel. Et on a vu de la recherche documentaire, des collections non décrites, l'analyse de collections thématiques spécifiques et non européennes, l'exploration des métadonnées, l'ouverture de recherche multimodale avec du texte et l'image à la BNF, mais bientôt du son et de la vidéo, j'imagine. Voilà. Et puis de la liaison entre des collections, entre des domaines qui sont souvent un peu étanches, bibliothèques, musées, archives, tout ce qui constitue aujourd'hui les GLAM. Alors c'est un panorama impressionnant qui sont assez loin de recouvrir l'ensemble des apports du système d'intelligence artificielle, puisque rien que dans cet après-midi, on a documenté, presque en passant, bien d'autres technologies, bien d'autres usages. Alors au service numérique du ministère de la Culture, auquel j'appartiens, on a fait une petite étude dans le cadre d'une stratégie numérique culturelle en 2023 pour trouver où il était important de réaliser d'utiliser, de réussir des cas d'usage des technologies qui concernent l'IA. Ça va de la data science, machine learning, plein de choses. On avait au moins 6 cas. Je me permets de les rappeler parce que du coup ça remet dans un grand contexte un peu tout ce qu'on a vu. On avait le côté, à partir des données de fréquentation, faire de la data analyse pour développer les services au public, la relation client, voire les politiques d'acquisition et d'exposition. On avait un deuxième paquet qui était à partir des données scientifiques, des capacités de synthèse et de reformulation des systèmes actuels, proposer des médiations personnalisées, pour pas uniquement démontrer le savoir des conservateurs, mais changer la vie, toucher les individus en fonction de leur âge, de leur langue, de leurs intérêts. Bien sûr, beaucoup des choses dont on a parlé cet après-midi, enrichir, lier, explorer, j'ai envie de dire, rendre fécondes toutes les métadonnées sur les collections, les dossiers d'œuvres et aussi les reproductions numérisées. Un paquet aussi qui est le monde de l'entreprise aujourd'hui, qui est tout ce qui est fournir des assistants pour l'écosystème individuel, le poste de travail, pour la synthèse, la rédaction, l'aide à la décision, on a parlé du code aussi un petit peu. Pas spécifique à la culture, mais les établissements culturels, bien sûr, sont aussi dans cette démarche-là. Et puis une cinquième partie, je ne sais pas si on a trop parlé, parce que les institutions culturelles, forcément, ne sont pas des institutions forcément de création, d'enseignement. Tout ce qui est assister la création dans le domaine de l'écriture, de la musique, de la vidéo pour tous les arts. Mais on sert aussi à ça, à nourrir cette création. Et puis un sixième point qui est faciliter la transmission avec des pratiques pédagogiques renouvelées, mais aussi par l'IA de l'appropriation pour refaire chez soi des mosaïques du Louvre, des sculptures d'Ancor du musée Guimet à côté, ou un Monet du musée d'Orsay assisté par IA. Ce sera certainement plus facile. Donc on a un champ d'exploration de travail extrêmement vaste, et les journées comme ci ont un rôle crucial parce qu'elles permettent à la fois de prendre un peu de hauteur et d'échanger entre spécialistes, et c'est ce que promet cette table ronde. Alors, moi j'ai quelques questions, et je voudrais que vous y répondiez, si possible, de manière un peu transverse, ou autant que possible. On a des projets scientifiques de très haut niveau, mais une des vraies questions pour tous, c'est comment choisir le bon projet. Celui qui apporte le plus, soit votre musée, soit votre public, soit qui répond à des questions qu'Emmanuel a mentionnées il n'y a pas plus tard qu'il y a 30 secondes, éthique, frugale. Voilà. Donc comment est-ce que vous avez su dans vos institutions quel était le bon projet ou celui sur lequel vous pouviez porter les énergies de votre institution? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'emparer du micro? C'est pas moi qui ai fait les sujets, mais c'est le sujet qui s'est imposé à nous, donc c'est plus simple. Effectivement, le point de départ, ça a été la collection Jean Royer, qui Daniel a présenté avec cette absence complète de métadonnées et une très grande demande par rapport à cette collection. Donc ça a été l'idée de créer en fait des métadonnées en utilisant des modèles qui permettent justement de fournir des mots-clés grâce à des ontologies qui ont été déterminées à partir du classement que Jean Royer a fait de son travail et qui a été revu pour pouvoir répondre aux exigences de la computer vision qui sont des enjeux qui sont un peu différents. Et ensuite, cette première étape a montré que ça marchait pour la base de données du musée, mais absolument pas pour la personne qui était à la base demandeuse de ça. Et donc, il a été obligé de repenser un peu le projet et du coup de mettre en place une approche par similarité visuelle, en fait, par
base de données vectorielles dont on a déjà parlé, pouvoir faire des requêtes par mots-clés, faire remonter plus facilement en fait, les œuvres qui étaient intéressantes. Donc c'est plutôt comme ça que ça s'est construit. Et ensuite, le projet s'est inscrit plus globalement dans une politique de refonte du système d'information du musée, où du coup l'IA en fait est devenu un des éléments clés et un des enjeux de cette restructuration. C'est un projet individuel qui a été reformulé, qui a rencontré un projet d'établissement. C'est ça. Peut-être qu'il y a eu un changement de volonté de la direction. Du coup, ça en fait, aussi bien retrouvé en même temps. Rodolphe, est-ce que c'était pareil à la Philharmonie? Pardon. Le projet que j'ai présenté, je pense que le point de départ, c'est quand même avant tout le public. Quoi. Enfin, c'est de se dire qu'il y a on a des ressources, qu'elles soient physiques ou numériques, et on essaye de faire en sorte que ces ressources soient le plus accessibles au public. Donc on part d'un problème, et puis on se dit qu'une IA peut-être peut le résoudre. Mais donc le point de départ, pour nous, c'est vraiment d'arriver à un service pour le public, en emmenant aussi les professionnels, qui sont finalement aussi service aux professionnels de la documentation. Mais voilà, je dirais que c'est plutôt de ceux comme ça qu'on a choisi, en tout cas, de travailler sur ces deux projets. De notre côté, parce que j'ai mentionné tout à l'heure la question de nos critères, justement, de sélection des propositions portées par les équipes. Du coup, j'ai sorti mes anti-sèches, pardonnez-moi, de ces critères. Alors, pour ce qui concerne les grands projets, ou en tout cas comme celui de Gallica Images, il pouvait y avoir un questionnement sur, avec le patrimoine textuel dont disposait aussi la BNF, du fait de l'océrisation qu'on a fait assez vite dans nos chantiers de NUM, on aurait pu démarrer des grands projets d'industrialisation d'abord là-dessus. Finalement, c'est sur le patrimoine iconographique qu'on s'est concentré, précisément pour les questions effectivement d'usage. C'est-à-dire que dans Gallica, dans la bibliothèque numérique, ça représente à peu près 40 millions de requêtes par an d'usagers, de fréquentation. C'était, semble-t-il, là qu'il y avait quelque chose de plus pertinent à faire, là où on avait développé le plus de compétences et là où les technologies aussi étaient les plus matures. Et alors après, pour le cas concret effectivement de ces expérimentations, pour que ce soit un peu intéressant, on avait forgé donc 1, 2, 3, 4, 5 critères, donc des premiers critères techniques liés à l'appel à projet, en particulier la disponibilité des chargés de collection qui allaient porter ces propositions, c'est-à-dire que on s'interroge sur l'IA comme quelque chose qui viendrait modifier et faciliter notre travail, donc ce travail existe en parallèle et ne décroît pas. Donc s'investir dans l'innovation, c'est apporter cette garantie-là, du temps déjà en fait, quoi. Puisque, in fine, l'expérimentation consiste à s'asseoir au minimum une après-midi durant toutes les 3 semaines, à côté d'un développeur, regarder ce que ça fait, voir les résultats, continuer à évaluer, etc., etc. Donc il y a un critère de temps quand même important. L'autre critère, pour cadrer un peu aussi les sollicitations, c'était qu'il y ait un engagement aussi de la hiérarchie sur ces projets, c'est-à-dire que ce soit des projets qui soient soutenus aussi par l'ensemble de l'unité d'organisation à laquelle appartenaient les agences. Voilà, sur les critères techniques. La notion d'intérêt stratégique, ça pouvait s'évaluer assez facilement à partir de la feuille de route, des objectifs donnés à la feuille de route, ou bien même du contrat d'objectifs de la BNF. Mais on a cherché aussi, même si c'est indirectement la feuille de route, développer des compétences. Ça voulait dire favoriser parfois des secteurs, ou bien de collection, ou bien même d'unités d'organisation de la bibliothèque, qui jusqu'à présent n'avaient jamais porté de sujet dans d'autres dispositifs, y compris des projets en partenariat avec de la recherche, ou le plan quadriennal de la recherche de la BNF, etc. Donc les unités d'organisation qui jusqu'à présent ne s'étaient pas manifestées pour dire moi aussi je m'intéresse à l'IA, on a cherché à les promouvoir, ou en tout cas on les a favorisés un petit peu. La faisabilité, ça c'était vraiment un critère de faisabilité technique. Ça a pu nous amener par exemple à écarter une proposition, ça c'est pour illustrer la chose, proposition de notre service d'archives administratives de la BNF qui souhaitait par exemple réaliser de l'indexation automatisée sur les documents dans la
base de production de la BNF. 25 ans de production administrative, de notes, de courriers, etc. Un plan d'archivage historiquement conçu, mais pas forcément suivi, voilà, par chacune des organisations, pas de la même manière. Les équipes de ce service d'archives entreprennent, voilà, dans cette époque un peu historique dans laquelle on a aussi justement un gros travail d'archives, et puis ce sont des projets de recherche sur l'histoire de la BNF aussi, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, quand on est comme ça des sources très intéressantes. Et donc ils imaginaient pouvoir, voilà, sauf que justement, on est sur une telle hétérogénéité de données que de pratiques qu'on n'aurait jamais pu bâtir les nomenclatures initiales qui permettaient effectivement de faire tourner ensuite quoi que ce soit. Donc celui-là, on l'a écarté en faisabilité technique. Et puis le dernier, risque et perspectives, ça pouvait plus être des risques aussi dans l'organisation. Puis les perspectives, c'était la capacité, ensuite l'éligibilité de l'expérimentation à être candidat ensuite à un appel à projet ou à un financement externe, à poursuivre effectivement l'expérimentation. C'est-à-dire que les appels à projets sur lesquels on appuie tout ce qu'on fait actuellement, pour nous, Bibliothèque Archives Musée, c'est des appels à projets en très grande innovation. C'est pas ce qui va nous permettre de moderniser nos systèmes d'information. C'est le cœur du métier qui sera éligible au prochain appel à projet culture, etc. Pas nos problématiques de rédaction de CCP ou des choses comme ça, quoi. Et outre-Atlantique, Emmanuel, du coup, vous avez apparemment opté pour la même approche de résolution de problèmes en disant on veut communiquer des collections au public et le sponsoring en plaçant carrément le projet sous la devise de l'université, Lux. C'est pareil, ça a facilité le côté appropriation et transversalisation du projet d'IA. C'était déjà un projet transverse avant finalement que ça devienne un symbole d'un portail de l'université. Je dirais pas ça tout à fait. Le projet Lux, l'État Lux, a vraiment apporté beaucoup au campus pour générer plus de collaboration technique en profondeur. Et tout le monde s'en porte mieux. Ça a vraiment élevé le niveau de description des objets, le niveau technique des collègues qui contribuent au projet Lux, au portail Lux, de toute capacité professionnelle. Mais ça n'était possible que parce que c'est le provost en fait, de l'université qui a sponsorisé et financé ce projet Lux et l'État. Je ne sais pas s'il y a encore beaucoup d'engouement pour l'intelligence artificielle à Yale. On a beaucoup de chercheurs très sophistiqués, techniques et académiques qui se penchent sur différentes questions. Et pour l'instant, il n'y a pas un projet IA qui soit en tête. Ça me paraît un petit peu plus compliqué à mettre en place. Les musées ne sont pas vraiment porteurs de demandes en termes d'IA encore. D'accord, c'est un peu ce qu'on voyait avec le terme d'effervescence cité dans la BNF. Il y a plein de projets, mais encore s'agit-il de passer de l'expérimentation à l'industrialisation On est dans un secteur culturel qui est souvent très spécifique, avec des collections uniques, des publics très particuliers, voire des bâtiments qui sont souvent des écrins sur mesure pour les collections et nos activités. J'ai l'impression qu'il y a un sujet dans tous les projets qui est transparent, c'est comment passer en fait du projet individuel à des IA transposables à d'autres institutions, mutualisables, enfin industrialisables. Est-ce qu'il existe des pistes déjà? Là j'ai envie de poser la question. Est-ce qu'il y a des pistes pour passer du modèle à des questions, pour vraiment industrialiser à l'échelle soit d'un secteur, soit même d'un ensemble d'institutions qui n'ont pas forcément grand-chose en rapport? Est-ce que ces journées sont une première piste, mais comment on fait? Je ne sais pas.
Je ne sais pas, j'aurais préféré répondre à la première question que tu as posée. Nous, on a bénéficié, alors c'est complètement différent, mais on a bénéficié, et c'est important, d'un alignement planétaire, et ça n'arrive pas aussi souvent que ça au ministère, les alignements planétaires. Et en fait, nous, on arrive en bout de chaîne dans le catalogue collectif, évidemment, donc tout ce que les institutions peuvent porter, peuvent réaliser pour indexer massivement, et puis ensuite verser et mettre à disposition, c'est nous qui le recevons. Et là, on a eu une grande chance, c'est-à-dire qu'il y a une concordance entre une plateforme ouverte du patrimoine qui bénéficie d'un nouveau développement, qui va permettre de pouvoir intégrer à terme le schéma Lido dont j'ai parlé ce matin, une volonté très forte des institutions de pouvoir du coup participer à ce jeu collectif parce que tout ça est mis en place. Et donc effectivement, on se retrouve à une croisée des chemins très bénéfique pour ces projets-là. Avec, et c'est pour ça qu'il y a un alignement planétaire, différents services du ministère qui sont sur la même vision et qui du coup peuvent déployer des énergies dans la même direction. Et ça a été très très bénéfique pour la mise en place future de ce projet. Et on voit par exemple dans 3IF qui a été cité, où c'est un exemple où effectivement c'est peut-être le seul dossier du ministère sur lequel tout le monde est d'accord. En disant 3IF c'est bien. Au point que ça a été super facile de dire le ministère veut faire du 3IF. Et on a plein de sujets, c'est intéressant, mais c'est presque une conséquence de l'IA, c'est pas forcément. L'IA c'est plus compliqué à trouver, il faut du financement, il faut des compétences. Voilà. Et mais du coup, est-ce que dans les projets que vous avez vus aujourd'hui, chacun de votre institution, vous dites j'arriverais bien à transposer un des projets qu'a présenté les voisins et à le transposer de musée en bibliothèque, de médiathèque en université. Est-ce qu'il y a des choses que vous voyez dans les cas qui vous ont été présentés où vous dites j'ai pas le temps maintenant, mais après je le prendrai celui-là. Ou est-ce que dans la salle, voilà. Alors si vous avez des questions, on vous passe le micro. Le verre, peut-être juste dites votre nom et votre institution. Voilà, comme ça, s'il y a des informations à suivre, on vous les passera après. Est-ce que vous avez envie d'implémenter ce qu'on vous a présenté cet après-midi chez vous? Normalement, oui. Merci. Salim Mohamed, je suis documentaliste au département des Antiquités orientales du musée du Louvre. Et donc un projet m'a particulièrement intéressé, c'est celui qui concernait les photos anciennes du Japon. Nous avons une très très grande collection d'archives photographiques de nos fouilles. Donc ça peut être des photos très anciennes, des plaques de verre qui remontent au XIXe siècle. Et on a un énorme travail d'identification à faire sur ces photos. C'est clair qu'un projet tel que celui-là, si on pouvait l'adapter à la reconnaissance iconographique de nos anciennes photos de fouilles, ouais, ça m'a intéressé. Personne dans la salle qui veut le micro. Allez, Benoît. Bonjour, Benoît Dédé, musée d'Orsay. Merci beaucoup pour cette journée absolument passionnante. Oui, nous, on prévoit également une collaboration avec Marion et Emmanuel sur un projet d'indexation automatique par apprentissage d'un fonds photographique de façade d'immeuble valorisien. Donc rien n'est encore fait, mais en tout cas, on serait ravis de cette collaboration. Alors moi, j'avais pas une remarque, mais une question. C'est concernant l'intelligence artificielle et notamment la question environnementale qui a été pas mal évoquée, mais qui est quand même un souci majeur pour notre société aujourd'hui. Et est-ce qu'il y a des méthodes partagées d'évaluation des projets sur leurs coûts environnementaux, sachant que moi personnellement j'ai beaucoup de difficultés à mesurer ce genre de choses et je pense qu'on est beaucoup à avoir du mal à l'évaluer et pourtant on croit comprendre que les coûts peuvent être quand même relativement importants. Est-ce que dans les intervenants, quelqu'un souhaite prendre le sujet?
Alors, sauf erreur de ma part, il y a une littérature précisément sur votre question, des méthodes d'évaluation effectivement de l'impact environnemental des projets, avec le prisme qui peut être extrêmement large. Mais c'est pas ça dont je vais vous parler. Ce dont nous on peut témoigner, ce sont des éléments qu'on va rendre un peu publics en termes de bonnes pratiques potentiellement à échanger. Je le disais à d'autres collègues tout à l'heure, le sommet IA nous oblige là à produire de manière publique tout un tas d'éléments, donc c'est très prochainement. C'est ce qu'on a pu faire par exemple quand je parlais d'une éthique projet par projet, et ce dès la phase de conception du projet Gallica Image. C'est-à-dire qu'en rédaction du cahier des charges, dans ce cas de figure où on allait chercher une entreprise pour travailler donc avec nous sur ce projet, on a intégré dès le cahier des charges certaines dispositions liées effectivement à cet impact environnemental. Donc de façon très concrète, on a souhaité introduire dans le CCTP une obligation par exemple à restreindre le corpus d'images segmentées indexées à ceux qui allaient contenir précisément de l'iconographie, pour éviter en gros de faire tourner la machine à vide, etc. C'est du temps ou de la consommation énergique en moins. C'était des choix d'infrastructures open source aussi, qu'on allait imposer effectivement aux prestataires qui seraient retenus. Ça aussi, c'est une autre manière effectivement d'illustrer un engagement éthique. C'est aussi une façon de répondre à ta question précédente aussi, qu'est-ce qu'on peut faire pour partager le modèle de licence qu'on va donner à ce que certains d'entre nous pourront faire, ça compte. Le projet Argimil, ce modèle de correction d'OCR par exemple, c'est un produit, c'est un commun numérique qu'on entend mettre à la disposition. Alors après, la capacité à réutiliser en fonction des cas d'usage de chacun, c'est autre chose, mais au moins commencer par ça. Voilà, donc il y a déjà des éléments un peu concrets qui peuvent être mis. Et puis, ne pas investir dans des infrastructures, évidemment. Bon, ça, en plus, qui d'entre nous peut se le permettre? Et là, il y a des réponses aussi qui sont portées, pour le coup, par l'État, effectivement, ou des initiatives avancées. Emmanuel, peut-être? Je vois que vous avez la main levée. Oui, juste pour ajouter à cette réflexion, aux États-Unis, on parle de réouvrir une centrale nucléaire, pas très loin de New York d'ailleurs, uniquement pour alimenter les centres de données, de data centers de Microsoft. Donc ça, c'est un énorme impact sur l'environnement, bien sûr, et la date est très proche. Je regardais des nouvelles encore ce matin, c'est prévu pour 2028. Donc une nouvelle centrale nucléaire ouverte pour essentiellement alimenter l'intelligence artificielle. Et nous fait frémir un petit peu. C'est très conservateur. Dans la route vers le sommet de l'IA, on peut mentionner un événement qui est piloté par Théo Alves da Costa de Data for Good, mais aussi Sacha Lucioni du Geekface, et puis Julie Propier du ministère de la Transformation énergétique, qui est un hackathon sur l'IA frugale. Alors qui n'est pas spécifiquement sur le secteur culturel, mais qui vise à tester sur un problème environnemental des réponses apportées par des IA, de sélectionner d'abord les critères de réussite, ce seront d'abord dépasser le seuil de 90% de qualité des réponses, et ensuite de sélectionner les lauréats parmi ceux qui auront une consommation énergétique la plus performante possible. Donc il y a des échelles de 1 à 10, à 20, à 30, voire davantage qui peuvent être gagnés dans des modèles spécialisés entre d'énormes modèles généralistes et puis soit des mélanges d'experts ou soit des IA extrêmement entraînés. Donc l'IA est une dépense énergétique, on peut certainement l'optimiser. Est-ce qu'il y avait des points sur lesquels vous souhaitiez ajouter des choses? Parce que je vois Mathieu qui regarde sa montre. Donc c'est pas sur les questions éthiques. Pas forcément sur les questions éthiques, mais tout à l'heure quand tu parlais de pareil, qu'est-ce qu'on peut faire au-delà du truc de l'AF. Moi je perçois un besoin de formation. C'est-à-dire j'ai mentionné par exemple des utilitaires disponibles dans des versions gratuites comme Dataiku ou comme RoboFlow.
Ce sont des environnements pas si compliqués que ça à prendre en main, mais pour lesquels une offre de formation, effectivement, n'existe pas encore. On a vu, nous, en bibliothèque, certains produits comme ça avoir petit à petit le vent en poupe, au point que, je vais vous donner un exemple tout bête, par exemple Zotero, au point que petit à petit, ils se mettent en place comme ça une offre de formation en ligne, etc. Ça, c'est des choses qui devraient émerger, en fait. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle? S'il n'y en a pas, en sachant que je pense que vous êtes tous ouverts à un moment donné à recevoir des questions a posteriori peut-être, soit pour vos équipes, soit pour le projet, soit sur le sujet, et vous avez effectivement déjà cité dans vos interventions tout un tas de ressources qui sont disponibles et qui vont permettre d'approfondir, je propose de passer à la conclusion.